Vinciane Dana est maître assistante en français, en communication et en communication numérique à la Haute École Charlemagne à Liège. Elle a travaillé notamment aussi comme journaliste spécialisée en édition numérique. C'est à cette occasion notamment qu'on avait pu se rencontrer aux Lettres numériques, qui est la revue de la communauté française autour des pratiques numériques. Et j'ai le plaisir de l'inviter en tant qu'à la fois spécialiste de la littérature jeunesse, mais aussi également du numérique. Et à cette occasion, elle a notamment co-initié un MOOC. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec les MOOC. Donc c'est les cours en ligne ouverts. Et donc Liège et plusieurs universités en proposent et qui sont donc accessibles en ligne directement. Pour certains qui sont même certificatifs. C'est le cas de celui-ci. Donc pour celles et ceux qui sont par exemple dans le domaine des bibliothèques, ça peut être une certification intéressante pour vous. Voilà, et donc elle vient de publier en mars à l'École des loisirs, elle en est la co-autrice ou la co-auteure, Comprendre la littérature de jeunesse. Et aujourd'hui, donc, elle va nous parler un petit peu de ce rapport à la fois au livre de jeunesse, qui est quand même... Et donc c'était aussi l'une des raisons du lancement de ce cours en ligne, c'est que c'est un des domaines les plus porteurs en termes de vente et d'édition. Par exemple, le manga dans l'espace francophone, on est les plus grands consommateurs de manga au monde après le Japon. Et il y a très peu de choses qui sont consacrées dans les études universitaires ou dans la recherche à ce genre de support et à leur réception. Donc c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui avait cette amplitude-là et donc de nous parler aussi du rapport entre les questions, la dimension numérique et les pratiques autour et la réception des livres de jeunesse. Et donc c'est ce dont elle va nous parler. Je te laisse la parole, Vinciane, et je vais mettre aussi ton visuel. Ah oui. Excusez-moi, c'est un peu toujours le double écran. Voilà. Vous avez tous les... On parlait des médias, vous avez tous les florilèges de médias qui puissent exister, PowerPoint, Prezi, Canva, PDF, enfin voilà. C'est dire la diversité des pratiques contemporaines. Je te cède la parole, s'il te plaît. Je suppose que je peux aussi changer... Sinon, si tu me mets l'écran là... Ouais, mais c'est juste que l'écran, en fait, est partagé et pas... Voilà. Et donc là, si on fait ça maintenant... Voilà. Ouais. Je ne vais pas te divulgacher ton... Pas de problème. Bonjour à tout le monde. Je suis très contente de passer après Yann et après Benoît, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui font écho à ce que je vais vous dire. Peut-être avant de commencer, j'aimerais vous poser une question à la salle. Ça, c'est mon côté un peu prof. J'aimerais savoir parmi vous qui, sur son téléphone ou sur sa tablette, utilise quotidiennement, une fois par semaine, peu importe, Facebook. Juste lever la main par curiosité. Ok. Alors, qui utilise Instagram? Ok. Et qui utilise TikTok? C'est extraordinaire, mais oui. On est dans ceci. Donc, c'est très chouette parce que ça va me permettre de passer à cette question. Donc, en fait, je suis co-autrice du bouquin « Comprendre la littérature de jeunesse » avec Daniel Delbracine, Valérie Senti, Björn Olaf Dozo, qui est aussi mon mari, et donc moi-même. Et on a travaillé à partir de ce MOOC, en fait. Donc, on est parti... Je commence direct avec le MOOC, je fais rapidement une petite digression. Donc, on est parti du constat avec Daniel Delbracine que quand on était prof, en Belgique, mais en France aussi, en fait dans toute la francophonie, quand on était bibliothécaire, quand on était libraire, on était formé par des gens, c'est-à-dire dans les études supérieures, qui eux-mêmes n'avaient pas été formés à la littérature de jeunesse. C'est-à-dire qu'à l'université, il y a
pas beaucoup de cours en littérature de jeunesse. Donc il y en a un à Liège, il est donné par Daniel Delbracine. Il y en a eu un qui a été donné par Michel de Fourny, qui est un peu notre maître à tous. Et c'est à peu près tout. Il y a eu une formation pendant un certain temps qui s'est donnée en France et puis après qui a disparu. Et donc on se retrouvait très clairement face à un vide de formation, alors que c'est effectivement un des domaines dans lequel il y a une production qui est immense, il y a des ventes qui sont incroyables, il y a des enfants qui lisent beaucoup, d'enfants lisent beaucoup, et ce qui est génial, c'est que c'est des bouquins qui sont, on va dire, transfrontalier, c'est pas exactement le mot qu'il faut dire, mais ça dépasse complètement les frontières, et on se rend compte que souvent les adultes savent pas très bien quoi faire lire aux enfants, et surtout quand les enfants leur disent j'ai lu ça, les adultes ne savent pas ce que c'est. Et donc voilà, c'était une question qu'on s'est posée, et on a créé ce MOOC, donc qui est un cours en ligne qu'on suit depuis chez soi à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, qui permettait aussi d'animer un forum, et donc voilà, c'était vraiment comme aller à un cours, aller suivre une formation, être avec des gens, en discuter, pouvoir aller plus loin, mais en même temps apprendre plein de choses. Alors moi, dans ce MOOC et dans le livre qui a été publié à l'École des loisirs, c'est sur le chapitre du numérique que j'ai principalement travaillé, et j'ai à la fois découvert plein de choses, et à la fois c'est un monde qui s'ouvre, et en même temps c'est un monde qui bouge très très vite. Donc quand on a fait ce MOOC, on était en 2016-2017. Quand on a sorti le livre, c'est-à-dire il y a 2 ans, on a recommencé à retravailler sur le manuscrit, et il est sorti il y a 1 mois, j'ai dû changer tout mon chapitre. C'est-à-dire qu'il y avait quasi plus rien qui était toujours d'actualité, parce que les pratiques avaient évolué, parce que les choses avaient beaucoup bougé, et il a fallu vraiment modifier tout ça. Dans le livre, je parle des prescripteurs lecteurs, beaucoup. Je parle de la recommandation sur Internet. Ici, j'ai décidé de changer d'axe, et j'ai décidé de parler des pratiques fictionnelles numériques qui mènent au livre jeunesse. Et c'est pour ça que je suis la seule à être venue avec des livres, même si je parle du numérique, parce que vous allez voir que c'est quelque chose d'assez étonnant. Donc, le livre et le monde de l'édition ont, en même titre que tous les autres secteurs d'activité, basculé dans le numérique. Et ça, Yann Bentens l'a dit tout à l'heure. En fait, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, et qu'on trouve ça bien ou non, le digital fait partie intégrante de notre vie, et surtout de la vie des enfants et des adolescents. Et ça ne va pas changer, et ce n'est pas prêt de se modifier. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse comprendre comment fonctionne ce digital. Il faut qu'on puisse aussi aller mettre en tant qu'adulte les mains dans le cambouis et pouvoir les accompagner, parce que principalement quand on parle de numérique et de problèmes que peuvent causer le numérique et toutes ses dérives, mais c'est souvent parce qu'on n'a pas d'accompagnement adéquat, parce qu'on est perdu face à ce numérique, alors que les enfants, eux, arrivent très bien à se balader dans tout ce qui est proposé en termes de numérique. Je vais rebondir sur ce que Benoît a dit il n'y a pas très longtemps dans la relation parent-enfant. Et ici, je pense que je dois créditer en partie ma fille, qui a 13 ans et qui est mon assistante pour préparer cette conférence, parce qu'en fait c'est elle qui au quotidien est sur des applis comme Wattpad et ce genre de choses, et donc c'est elle qui nous ouvre la porte et qui nous montre quelles formes de pratiques sont vraiment utilisées. C'est elle qui a une communauté avec laquelle elle discute, à qui elle a posé des questions. Pour moi, c'est assez drôle, et donc voilà, je pense que je dois la créditer, je lui ai promis que je le ferai. Donc, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que je vais vous parler d'œuvres qui font à la fois partie de la sphère de production restreinte, mais aussi de la sphère de grande production. Donc, c'est une dénomination qu'avait faite Jacques Dubois dans les années 70. Et on part du principe que pour faire bref, la bonne littérature, c'est la sphère de production restreinte, celle qui est choisie par des éditeurs, celle qui est vendue en librairie, dans les bonnes librairies, celle que l'on conseille quand on est un bon prescripteur. Voilà. Il y a souvent des jugements de valeur par rapport à ce que doit être une bonne littérature pour ados et une mauvaise littérature pour ados. On se rend compte que plus on avance, et plus les frontières et les carcans volent en éclats.
et on se retrouve avec des productions qui ont des qualités différentes, mais qui ont pour but souvent et ont pour gros avantage et grand intérêt de faire lire les enfants, de les faire écrire, de les faire dessiner. Et moi, je trouve que c'est déjà une merveille en soi d'en arriver à des productions qui sont aussi vastes. Mais vous allez voir, on va aller un peu plus loin. Et donc, je me suis posé toute une série de questions par rapport à cette réflexion. Et c'était, est-ce que quand on produit des choses sur les réseaux, sur des applications Internet, est-ce que le médium impose une série d'axes de création particuliers qui seraient imposés à cause des contraintes techniques et infrastructurelles? Est-ce que la communauté qui lit tout ça sur Internet a un rôle à jouer dans la création de l'histoire ou pas? Comment est-ce qu'on envisage la conservation de ces productions? Et alors, c'était très drôle parce qu'avec ce qu'on a vu avec les dessins d'enfants, on constate aujourd'hui qu'en fait, il y a moyen de conserver, les enfants conservent, alors ce ne sera peut-être pas sur le long terme, mais des tableaux Pinterest, des posts Instagram sur lesquels les parents photographient les photos les dessins de leurs enfants, ou même les enfants eux-mêmes mettent leurs œuvres sur les réseaux. Il y a une part de conservation qui est différente de ce qu'on a pu connaître jusque-là, mais qui est aussi extrêmement intéressante. Je continue. Donc, la production du contenu littéraire sur Internet, vous vous en doutez, elle est assez peu bridée en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Excusez-moi, je parle, mais... donc, voilà, je peux passer directement à la suite. Donc on va, comme je l'ai dit, on va évoquer des cas de fiction numérique sur Instagram, on va évoquer des cas de fiction numérique sur une application qui s'appelle Wattpad. Je vous avoue que j'ai décidé de ne pas le faire sur Twitter finalement, parce que c'était déjà très long et surtout parce que Twitter, c'est la version la moins récente dans ce que je voulais vous proposer. Et donc, il fallait que j'en laisse un de côté. J'ai fini par laisser Twitter de côté. Et sur Webtoon, qui est une grande découverte pour moi aussi dernièrement. Donc, les communautés d'auteurs. Donc, je disais, quand un réseau apparaît sur Internet, on se rend très vite compte qu'il y a des gens qui sont là pour contourner ce réseau, pour faire des choses différentes. Et c'est pour ça qu'on va voir, par exemple, qu'Instagram, au départ, c'est une application, c'est un réseau social sur lequel on poste des belles photos. Normalement, c'est ça, c'est le réseau de l'image, mais ça a été très vite détourné de sa fonction première par des créateurs de fiction numérique, et ça fonctionne comme ça pour à peu près tous les réseaux. Fondé en 2006, le réseau Wattpad compte près de 90 millions de visiteurs cumulés sur l'année 2020, un total de 23 milliards de minutes de lecture par mois. 80% des utilisateurs, ils ont moins de 30 ans, et 90% d'entre eux, ils se connectent à partir de leur téléphone mobile. Alors Wattpad, c'est quoi ? Wattpad, c'est une appli qu'on met sur son téléphone, sur sa tablette ou sur l'ordi, dans laquelle on invente des histoires. C'est un éditeur d'histoires. C'est-à-dire que sur Wattpad, on a toute une série de livres qui ont été créés par monsieur, madame, tout le monde, peu importe l'âge, parce que souvent on ne sait pas quel âge les gens ont, mais d'après les statistiques, parce qu'évidemment Wattpad a ses statistiques, c'est des gens qui ont moins de 30 ans, mais ça peut commencer à 8, 9, 10 ans. Je vais revenir en arrière, sinon on va l'entendre pendant que je parle. Donc, le principe du réseau, c'est de proposer quoi ? C'est de proposer aux internautes une relation qui va être une relation lecteur-auteur. C'est-à-dire que vous, moi, n'importe qui, on écrit une histoire sur Wattpad et il y a une communauté de lecteurs qui va venir lire ces histoires et qui va faire des commentaires sur ces histoires. Et donc, il peut y avoir un travail en ping-pong, il peut y avoir des gens... C'est très drôle parce que ma fille, elle me dit toujours « Mais oui, mais il y a plein de fautes d'orthographe, on va aller relire, on va lui donner un petit coup de main, on va supprimer ces fautes d'orthographe. » Donc, c'est une vraie communauté de gens, d'ados, qui écrivent, qui se relisent, qui se conseillent, qui donnent des avis sur les personnages, sur les caractéristiques des personnages. Et c'est un travail qui se construit comme ça en communauté. Et alors, une brève analyse des différents thèmes qu'on retrouve sur Wattpad, on se rend très vite compte que, effectivement,
dans les milliards de minutes dont je vous ai parlé, il y a beaucoup de thématiques qui sont des thématiques qui inquiètent et qui préoccupent la jeunesse. Et qu'est-ce qui préoccupe et qu'est-ce qui inquiète la jeunesse ? C'est l'amour, c'est la romance, c'est la rencontre, c'est les relations entre êtres humains, c'est les relations amoureuses, voilà. Donc, effectivement, il y a une grosse partie de romance sur Wattpad, mais il y a beaucoup d'autres choses. On le verra un petit peu plus loin. Il existe de nombreuses plateformes de ce type et on a décidé d'évoquer, et alors on l'a évoqué dans le MOOC et on l'a évoqué dans le bouquin aussi, une plateforme qui s'appelle Plume d'Argent. Alors Plume d'Argent, c'est quoi ? C'est le même type que Wattpad, mais c'est une plateforme, on va dire, spécifique, concurrente, si vous voulez. Est-ce que vous connaissez Christelle Dabos ? Donc, Christelle Dabos, c'est une auteure de littérature de jeunesse qui est publiée chez Gallimard Jeunesse. Elle est l'auteure de La Passe-Miroir, c'est une saga de 4 volumes. Elle a été vendue à un demi-million d'exemplaires. Christelle Dabos, sa première histoire, La Passe-Miroir, la première fois qu'elle l'a écrite sur Plume d'Argent. Et qu'est-ce qui est formidable dans ce système ? Donc, en gros, je vous raconte en 2 mots l'histoire de Christelle Dabos. Donc, Christelle raconte qu'elle écrivait depuis toujours, depuis toute petite, elle se racontait des histoires, elle se baladait dans la cour en se racontant des histoires. Donc on en revient à ce que Benoît disait tout à l'heure par rapport à la pratique créative qui commence dès le plus jeune âge. La plupart des auteurs qu'on a interviewés nous disent exactement la même chose et c'était pas différent pour Christelle Dabos. Et donc un jour elle s'installe en Belgique, elle est française, elle est canoise, elle s'installe en Belgique et quelques mois plus tard, elle commence à écrire. Pour elle. Quelques mois plus tard, elle a le verdict d'une maladie très grave, elle a un cancer, et l'écriture lui permet de sortir de cette inquiétude du cancer. Et elle va sur Wattpad, elle va sur des plateformes comme celle-là, elle n'y trouve pas tellement son compte, et en allant regarder les commentaires, ce qui est une pratique vraiment très utilisée, c'est aller lire les commentaires pour pouvoir se renseigner sur d'autres choses, elle découvre Plume d'Argent. Et donc, c'est une autre plateforme sur laquelle elle migre. Et là, elle le dit dans la petite interview, je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer toutes les interviews, donc je vais le faire en version accélérée. Donc, elle dit « J'ai fait un basculement quand je suis arrivée sur Plume d'Argent et c'est devenu ma meute ». Et donc, Christelle commence à écrire La Passe-Miroir sur Plume d'Argent avec sa meute qui lui fait des commentaires, qui l'aide, qui la guide, avec laquelle elle évoque les personnages, elle revient en arrière. Bon, voilà. Ensuite, un jour, Gallimard Jeunesse publie son annuel, je pense que c'est annuel, concours du premier roman. Évidemment, dans ce type de communauté, l'annonce du concours premier roman Gallimard Jeunesse, c'est quelque chose, il ne faut pas passer à côté. Donc tout le monde envoie son manuscrit. Christelle, elle avait déjà auto-publié son volume, c'est-à-dire qu'elle avait déjà pas mal de lecteurs, et elle s'était dit, tiens, j'ai envie d'en faire un livre papier. Parce que peu importe ce qu'il arrive, si on écrit sur Internet, on a toujours cette envie d'en créer un livre papier. Et donc Christelle se dit, ok, moi je fais mon livre en auto-édition. Ses amis lui disent, est-ce que tu n'as pas envie de participer au concours ? Elle dit non, et puis je pense qu'à la dernière minute, elle se décide à le faire. C'est elle qui remporte le concours, et c'est elle qui est publiée chez Gallimard Jeunesse. S'en suivront 3 autres volumes pour une saga passionnante, traduite quand même en 22 langues. Et c'est parti de cette communauté d'auteurs. Alors, ce qui est assez fou, c'est que... je vais peut-être juste passer... La personne a dit que moi maintenant, je poste tous les histoires sur Plume d'Argent, maintenant je suis sur Plume d'Argent. Donc, si vous voulez lire la suite, ce sera sur Plume d'Argent. Je clique sur le lien. J'ai effectué vraiment un mouvement de bascule. Je ne savais pas à ce moment-là, mais je me suis dit, là, c'est de la fiction. La communauté d'auteurs qui allait devenir ma meute, vraiment maintenant, c'est ma communauté, mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Et j'ai découvert donc une communauté qui était de moindre importance, il n'y avait pas encore trop d'auteurs, mais il y avait une véritable interaction entre eux. Ils avaient vraiment cette curiosité de se lire les uns les autres, de se conseiller. Il y avait le partage, tel que je l'entendais, tel que moi je le recherchais. Donc j'ai juste pris un petit peu la température, j'ai lu les histoires, je les ai trouvées bien, j'ai dit une bonne qualité. Il y avait un forum aussi qui permettait d'avoir une interaction qui était un peu foufou, qui une mentalité un peu déjantée, qui m'a tout de suite bien plu. Et donc, Christelle passe sur Plume d'Argent. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle explique que pour le volume 2, en réalité, comme elle était publiée chez Gallimard Jeunesse et qu'elle avait eu cette commande, Gallimard lui avait interdit
de travailler sur Plume d'Argent, puisque c'était juste impossible d'un point de vue des droits qu'elle aille divulguer son histoire à d'autres gens alors qu'elle était dans un processus d'écriture. Et elle s'est rendue compte en fait que c'était impossible pour elle de continuer à écrire. Donc elle disait, c'est comme si j'étais toute séchée de l'intérieur, j'avais plus de possibilité d'écrire parce que moi, ma façon d'écrire, c'était avec une communauté qui me faisait des retours réguliers et qui revenait vers moi pour me dire, est-ce que tu es sûre, ça on n'a pas très bien compris. Et donc elle dit, j'avais l'impression d'être toute seule et d'avoir un manque par rapport à ma pratique d'écriture habituelle. Et donc Gallimard, finalement, a accepté qu'elle propose à 3-4 amis de Plume d'Argent d'être cette bêta-lectrice, comme on dit dans le domaine. Et donc, elle a pu continuer à fonctionner comme ça. Alors, ce qui est assez sympa avec Christelle Dabos, c'est que Christelle Dabos, c'est devenue à la fois une sphère de grande production, mais aussi elle est passée dans la sphère de production restreinte, c'est-à-dire qu'elle a été reconnue par la critique. Elle a gagné des prix, elle avait des articles dans tous les journaux, son œuvre était saluée pour la qualité de son œuvre et aussi parce que ce petit côté intéressant qui faisait qu'elle venait d'une plateforme comme Wattpad ou Plume d'Argent intéressait les gens. Mais en règle générale, ce qui est publié sur ce type de plateforme ne sont pas vus d'un bon œil. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, en tout cas pas par la critique ni par les sphères de production restreinte, même s'il y a moyen de revenir là-dessus aussi. Voilà les différents thèmes qu'on retrouve sur Wattpad. Et alors, par exemple, au-dessus à droite de Whattis, c'est les prix que Wattpad remet aux meilleurs romans, aux meilleurs... Et alors c'est extraordinaire parce que aussi on peut remettre des prix aux meilleures couvertures. Alors là on repart vraiment dans les arts graphiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur Wattpad qui sont engagés, mais tout ça évidemment est gratuit, pour pouvoir dessiner les couvertures des romans des autres. Et donc cette communauté, elle va dans tous les sens et c'est vraiment extraordinaire. Je fais un petit aparté par rapport à ça. En préparant l'exposé, moi j'ai beaucoup traîné dans les librairies jeunesse, déjà parce que j'adore ça, mais aussi parce que je trouve qu'on apprend toujours énormément de choses dans les librairies jeunesse. Mais j'aime aussi aller traîner dans les librairies jeunesse qui ne sont pas reconnues comme étant des librairies de grande qualité. C'est-à-dire, on est plutôt dans la grande surface, on est plutôt dans Cultura, on est plutôt dans Club, on est plutôt dans des choses qui ne sont pas des librairies indépendantes. Alors, pourquoi j'adore aller voir de ce côté-là ? Parce que très souvent, leur stock est très différent. Et si leur stock est très différent, c'est parce que ce qu'on leur demande est également très différent. Et donc moi, comme je me situe plutôt en tant que prof du côté généralement de la sphère de production restreinte, j'ai accès et je vois passer dans ma bulle toute une série de choses qui sont de cette production-là. Et très souvent, je passe à côté de choses qui sont parfois des succès incroyables de librairies, mais de librairies qui peut être la librairie du Carrefour du Coin ou du Cora, mais qui se sont vendues à des millions d'exemplaires parce que, justement, ça ne fait pas partie de ma bulle. Et il y a des cas qui sont assez incroyables. C'est par exemple ce cas-là. Donc, à travers ma fenêtre, Ariana Godoy, dans une traduction d'Axel de Moulin et Nicolas Ancion, il fallait que je les cite parce qu'on a eu une grande conversation avec eux à ce sujet-là. Et c'est assez extraordinaire. Donc, en gros, je vais chez Club, je tombe sur un roman avec un macaron Wattpad traduit par Nicolas Ancion et Axel de Moulin. 2 jours après, je les croise à un mariage. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de leur poser la question. Et là, s'ensuit une grande discussion sur la traduction des œuvres jeunesse. Et c'est passionnant. Je pense qu'un jour, il doit y avoir moyen aussi de faire une journée d'études sur le sujet parce que c'est vraiment passionnant. Ils m'expliquent qu'en fait, on les contacte très régulièrement pour traduire des œuvres comme celle-là. Et donc, la dernière chose qu'ils ont traduite, ils m'expliquent, c'est À travers ma fenêtre, dont je n'avais jamais entendu parler, évidemment, mais pourtant, ça gros succès des 3-4 dernières semaines. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman qui a été publié sur Wattpad en 2016, 160 millions de lectures. En 2019, il est publié chez Penguin Random House, en langue originale. Il est adapté sur Netflix en film en 2021. Il est sorti en 2022. Ils sont en train de préparer le 2 et le 3. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est assez fou. Et c'est la même chose pour le suivant. Donc ça, c'est sa page, en fait, sur Wattpad. Et on voit les chiffres de lecture.
c'est-à-dire le nombre de gens qui ont lu les chapitres. On est sur des millions. Donc là, en dessous, en anglais, 5,1 millions, 10,25 millions pour le troisième. Donc c'est juste des chiffres hyper affolants. Et ce que je trouve hyper affolant, c'est que la plupart des gens ne savent absolument pas ce que c'est. Et c'est des succès de librairie. Autre exemple qui est cette série qui s'appelle After, qui a été écrite en 2013 par Anna Todd. C'est la même chose. C'est la même chose. Un succès de librairie incroyable d'une jeune femme américaine, classe moyenne, même, en mon avis, classe assez défavorisée, qui un jour a décidé de se connecter à Wattpad, a commencé à rédiger ses histoires, et un succès, un engouement. Et là, on est 10 ans plus tard. On vient de créer les romans graphiques, donc c'est la partie qui est au milieu, qui sont issus de ces livres qui sont sortis il y a 10 ans. Le succès ne diminue pas. Et donc, ce sont des choses... Moi, ce qui m'intéresse dans ces questions-là, c'est de se dire, mais pourquoi un tel engouement ? Qu'est-ce que ça amène comme réponse aux jeunes, alors qu'on dit que ces jeunes ne lisent pas ? Et donc, j'ai besoin, en tant que prof, et j'ai besoin, en tant qu'adulte spécialisé sur la question, de pouvoir me connecter avec eux et de comprendre pourquoi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais que eux, tout le monde l'a lu, ou à peu près. Et donc, voilà. Est-ce que... il y aurait moyen d'en parler encore des heures, de ce type de choses. Moi, je voudrais conclure en disant que le phénomène des communautés d'auteurs, c'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. En janvier 2021, la plateforme Never, donc sud-coréenne, a racheté Wattpad, et pour la somme de 600 millions de dollars. Donc ça veut dire que c'est un marché juste incroyable dont on ne soupçonne même pas la partie immergée de l'iceberg. Et surtout, ce qui était assez intéressant, c'est que pendant le confinement, on se rend compte que cette plateforme a de nouveau explosé parce que les gens ont ressenti le besoin, y compris les jeunes. Ça a été probablement un média ou une manière de survivre à la crise pour eux, de pouvoir se plonger dans des histoires, raconter des choses. Et il y a tout ce travail sur les fanfictions dont je n'ai pas parlé, mais qui est extrêmement intéressant aussi. C'est, donc pour ceux et celles qui ne savent pas, mais je pense que vous savez, mais les fanfictions, c'est quoi ? C'est, on reprend par exemple Harry Potter et on décide de raconter l'histoire de Severus Rogue. Et on lui invente une histoire qu'on écrit sur Wattpad, et donc il y a carrément une catégorie fanfiction redivisée en différentes subdivisions, fanfiction Harry Potter, fanfiction... Je vous jure, c'est infini. Et donc, voilà, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, je pense qu'on va voir encore énormément de choses qui vont apparaître de ce côté-là, et qui est intéressant. C'est intéressant de garder ça à l'œil. Alors maintenant, je vais parler d'Instagram. L'application Instagram, elle s'est installée dans les pratiques courantes aux alentours de 2015, et presque simultanément, on a vu se développer au sein d'Instagram une série de hashtags, dont le hashtag, donc qui est la manière de retrouver, de référencer, de retomber sur quelque chose. Et le hashtag principal de Instagram concernant les livres, c'est Bookstagram. Alors, si vous tapez Bookstagram sur Instagram, voilà à peu près ce que vous avez. Et pour avoir fait une petite analyse, il y a énormément de livres jeunesse, évidemment, puisque le public d'Instagram n'étant pas aussi jeune, on va dire, que le public de TikTok, mais n'étant plus dans la partie du public de Facebook, c'est souvent des livres à jeunesse et jeunes adultes. Donc, on se retrouve avec Bookstagram, donc c'est le hashtag. Alors, Instagram, extrêmement créatif, extrêmement diversifié, on peut y retrouver tout. Par exemple, un autre hashtag qui a extrêmement bien fonctionné, c'est le hashtag Bookface. Donc ça a été inventé par des libraires. Attendez, juste 2 petites secondes. Donc, Bookface, c'est quoi ? C'est des photos de visage ou de parties de corps, parce que peut-être que vous ne voyez pas de si loin, qui sont déposées sur une couverture.
Et donc la couverture est le prolongement du corps, le corps est le prolongement de la couverture. Et donc évidemment, ça fait des photos toujours assez drôles, assez sympas. C'est en fait au départ une poignée de bibliothécaires américains qui, à mon avis, s'ennuyaient un petit peu, voulaient redynamiser l'image de la pratique de la bibliothèque. Et le hashtag a fait fureur et tout le monde a voulu s'essayer à cette pratique. Et donc voilà, régulièrement, il y a des nouveaux hashtags qui sortent avec des nouvelles pratiques qui permettent justement de garder un côté très créatif pour Instagram, même si on n'est pas encore au niveau de TikTok. Alors, les auteurs sur Instagram, ce qui est le plus visible et le plus impressionnant par rapport aux auteurs sur Instagram, c'est les poètes. C'est ce qu'on appelle les Insta-poètes. Alors, je vous avoue que moi, à la base, je ne suis pas une grande spécialiste de la poésie et je ne suis pas une grande amatrice de poésie classique et traditionnelle, même si je suis romaniste. Mais ce concept d'insta-poète est quelque chose qui m'a vraiment fascinée. Alors, on va d'abord parler des contraintes formelles. Souvent, c'est de la poésie en vers, donc c'est poésie sur Instagram. Après, je vous montre à quoi ça ressemble. Poésie en vers, jeux sonores et phoniques, souvent des confessions à la première personne. La poésie, elle est pensée comme un art visuel, évidemment, puisqu'on doit pouvoir faire une belle photo. Donc un art visuel, c'est-à-dire soit la typo, soit la qualité du papier photographié, soit carrément, si c'est tapé à l'ordi, on met en dessous, numériquement parlant, un papier avec un grain, une couleur, un truc un peu original qui va permettre à votre photo de pouvoir attirer plus le regard. C'est aussi un espace de convivialité, c'est aussi une poésie communicative et il y a un rôle immense qui est lié au hashtag parce qu'évidemment, c'est grâce à ça qu'on retrouve des gens de la communauté, des poètes sur Instagram. Donc, il y a un travail sur le hashtag qui est très important parce qu'en fait aussi, donc le hashtag c'est le dièse, le mot dièse comme disent les Québécois, aussi ce qui est intéressant et ce qui fait que ça a extrêmement bien marché, la poésie sur Instagram, c'est le partage. Parce que c'est des choses très courtes, c'est des choses qui normalement parlent à vous, à d'autres. Il y a toujours bien un moyen de trouver quelque chose qui va vous parler. Et donc, comme ça vous parle, vous avez envie de le partager. Être un ado ou un jeune lecteur sur Instagram, c'est montrer aussi qu'on appartient à une communauté, c'est aussi une espèce de journal intime à ciel ouvert, et donc ça permet, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir dire « Ok, moi je vous partage cette phrase parce que ça me donne l'état émotionnel dans lequel je suis pour le moment, l'état de sensibilité dans lequel je suis pour le moment. » Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça a vraiment bien fonctionné. Il y a toute une série d'articles assez sympas qui ont été écrits par Olivier Belin, dont un article qui s'intitule « Vers une poésie commune, les poètes amateurs de Twitter, Instagram et Wattpad ». Donc si la question vous intéresse, il y a moyen d'aller encore approfondir le sujet. Si vous voulez, je vous transmettrai les informations. J'ai décidé de vous parler de la plus célèbre, je pense. Elle s'appelle Rupi Kaur. Alors, Rupi Kaur, c'est une poétesse canadienne d'origine indienne. Alors, ses thèmes de prédilection, c'est l'amour, la perte, le traumatisme, la féminité, la guérison et l'immigration. En 2013, elle est alors âgée de 18 ans. Elle publie ses poèmes, ses dessins et des photos d'elle sur son compte Instagram. Sa communauté ne cesse de grandir et en 2014, elle publie Milk and Honey, en auto-édition, qui est son premier recueil. Elle se fait repérer par un éditeur américain qui va rééditer son ouvrage. Alors, 2 ans plus tard, elle publie The Sun and Her Flower et enfin Homebody, qui est son 3e volume. Voilà à quoi ressemble les publications de Rupi Kaur. Alors là, c'est les traductions en français, les 2 premières. Et c'est les traductions en version livre, donc je vous ai mis le livre ici en dessous, on le voit, il est en jaune. Et le 3e, c'est le format Instagram, c'est-à-dire le format carré. Et là, c'est une publication originale en anglais. Donc, évidemment, c'est des choses qui sont très facilement partageables, qui évoquent... est-ce que vous pouvez lire ou vous voulez... Qu'y a-t-il de plus fort que le cœur humain, lui, qui se fracasse à répétition et continue de vivre? Ça, c'est la première.
Ils n'ont aucune idée de ce que c'est de perdre un chez-soi au risque de ne jamais en trouver un autre, de passer sa vie entière écartelée entre deux terres et de devenir le pont entre deux pays. Signé Immigrant. Alors, je ne vais pas vous le lire en anglais, si vous voulez bien me dispenser de ça, même si voilà. Mais donc, ça se partage beaucoup, c'est quelque chose de très léger et en même temps parfois quelque chose de très grave, mais il y a toujours une émotion derrière, il y a un travail sur la langue. Donc en fait, Rupi Kaur, comme elle est d'origine indienne, elle s'inspire des textes sacrés de la culture sikh, et notamment les textes qui sont écrits en gurmukhi, en fait, qui n'utilisent pas de majuscules. Elle a adopté dès le départ, donc dès 2013, cette graphie qui était sans majuscules. Et ce qui est incroyable avec elle aussi, c'est qu'elle est représentante d'un métissage de cultures. Elle se dit porte-parole des interrogations et des affirmations de toute une génération de femmes, adeptes d'un lyrisme de la simplicité qui joue les élites, de la suggestion et de l'humour. À ce jour, Rupi Kaur, elle a vendu plus de 10 millions de livres, elle a été traduite en 42 langues. Son dernier ouvrage, c'est le numéro 1 des best-sellers. C'est le numéro 1 des best-sellers partout dans le monde. Et en 2021, elle fait une tournée mondiale. C'est juste incroyable. Les places à Montréal, les places les plus chères pour aller la voir, je ne sais plus dans quelle salle, c'est $210 la place. Donc c'est juste un phénomène. Je pense que c'est plus cher que pour aller écouter Michelle Obama, il me semble. Donc moi, je suis toujours hyper impressionnée. Donc, c'est le tour du monde. Elle a fait d'abord un tour d'Amérique du Nord pour le dernier volume. Et pour celui-ci, c'est carrément un tour du monde. Et alors là, si vous avez Amazon Prime, donc c'est la même chose que Netflix, mais sur Amazon, en fait, vous pouvez visionner son show. Et son show, c'est quoi ? C'est de la poésie déclamée. Donc, c'est sa poésie déclamée dans un show qui est... aujourd'hui sur Amazon Prime. Donc, c'est juste un truc de fou. Elle est partie de sa page Instagram sur laquelle elle a commencé à publier ses poèmes, ses dessins, et c'est un phénomène. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est passé de sphère de grande production, c'est-à-dire quelque chose de pas du tout légitime, puisque écrire sur Instagram de la poésie, au départ, c'est pas du tout une poétesse, à quelque chose de champ de production restreinte, de légitimité ultime. Et alors, je vous conseille très vivement, si vous êtes intéressé par la question, d'aller écouter cette entrevue que Emma Watson a décidé de faire avec elle. Donc, c'est Emma Watson qui l'interviewe pendant quelque chose comme 1h15, je pense. Et elles ont une grande conversation sur la littérature. C'est juste incroyable. Donc... voilà, moi je suis toujours impressionnée et donc voilà, c'est vraiment un cas de success story, mais en même temps de reconnaissance en tant qu'auteur, même si à l'heure actuelle, voilà, il y a toujours des détracteurs, il y a toujours... Alors, il me reste combien de temps ? 5 minutes, mon Dieu, j'ai pas le temps de vous faire cet aparté, mais je vais quand même vous le faire en 2 minutes. Lisette Lembé, c'est une poétesse belge, c'est une amie à moi, on a fait nos études ensemble, et on a eu une grande conversation hier, parce que je lui demandais, et toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et Lisette, elle me mettait surtout en avant le fait que ce qui était très compliqué, c'était de s'exposer, et que, surtout quand on était poétesse, et que on s'exposait sur Instagram ou ailleurs, la plupart des poètes du milieu, des gens reconnus, reconnus, considèrent que ce n'est pas de la poésie. Et donc, parce qu'il y a un lien sur le côté mise en scène de soi-même, un petit peu égo-trip, tout d'un coup, ça devient vulgaire. Et du coup, c'est très compliqué pour toutes ces poétesses qui sont des poétesses, qui gagnent des prix. Il y a des poétesses comme Cécile Coulon, par exemple, qui a gagné le prix Apollinaire. Donc, c'est des poétesses reconnues d'une manière par le milieu, sont décriées aussi par d'autres poètes parce qu'elles viennent du milieu d'Internet et que ça a une petite connotation encore à certains niveaux d'âge ou de mentalité qui est compliqué à assumer. Et donc, si ça vous intéresse cette question, et il y a une super maison d'édition qui s'appelle l'Iconopop, que vous pouvez aller suivre sur Instagram, qui
regroupe toute une série de poètes comme ça des réseaux sociaux et qui écrivent de la poésie de ce type et qui est vraiment intéressante à suivre et très dynamique. Alors, les illustrateurs sur Instagram. Évidemment, Instagram, c'est le réseau de l'image. Donc forcément, on pourrait imaginer que le réseau de l'image, il n'y a pas de raison que ça fonctionne avec des auteurs, mais avec des illustrateurs, c'est juste impensable. Pendant des années, on a rapproché les illustrateurs de jeunesse de toute une série d'autres arts. Quand on a travaillé avec Michel Defourny sur le livre de Comprendre la littérature de jeunesse, lui, il a décidé de faire un chapitre sur Histoire de l'art et littérature de jeunesse, histoire de l'art et illustrateur de jeunesse. Et il y a plein d'autres thématiques possibles. Mais par contre, jamais personne ne rapproche les illustrateurs de jeunesse des réseaux sociaux. Et pourtant c'est un endroit où ils sont présents. Alors, j'ai pris l'exemple, on va dire, le plus canonique, c'est Grégoire Solotareff, que vous connaissez peut-être pas Grégoire Solotareff, mais que vous connaissez très certainement Loulou, qui est une de ses œuvres, on va dire, phares. Donc, Grégoire Solotareff, c'est un auteur de jeunesse, directeur de la collection Loulou et compagnie à l'École des loisirs, scénariste, réalisateur, sculpteur, photographe, plusieurs fois primé pour ses travaux, quelqu'un de très sérieux, d'une sphère de production restreinte très noble. Et Grégoire Solotareff, il nous a avoué qu'il adorait Instagram et il adorait surtout produire des choses sur Instagram. Et donc, on a l'exemple de la pratique artistique quotidienne. Alors, ce qui est génial à Casta, c'est qu'on a un déplacement de l'axe de vue. Et donc là, on voit par exemple Grégoire Solotareff, tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, il publie des choses en direct, il dessine en direct. Et donc, tout le monde y a droit et tout le monde peut voir comment il construit son dessin. Et ça, c'est quelque chose de vraiment... c'est une forme de richesse que peut proposer Instagram à ses internautes. Alors, j'ai choisi de parler d'Oliver Jeffers aussi. Alors, Oliver Jeffers, lui, il est né en 1977. Il est irlandais, il vit à New York. C'est le livre mauve qui est juste ici en dessous. C'est un des illustrateurs que j'adore et que je suis sur Internet depuis longtemps. Oliver Jeffers, lui, il a une page Insta qui est extrêmement complexe. Et donc, dans les différentes photos qu'il publie au fur et à mesure, on a quoi ? On a l'atelier d'artiste, par exemple. On a les coulisses de fabrication. Je ne vais pas vous lancer la vidéo parce qu'on n'a plus le temps, mais les coulisses de fabrication de ses expos, de ses travaux, de ses montages graphiques, de ses sculptures. On a des tranches de vie de l'artiste aussi qui permettent de rentrer dans son quotidien, de voir comment on peut fonctionner et prendre position en tant qu'artiste. J'ai choisi de travailler sur Rebecca d'Outremer aussi. Alors, vous connaissez très certainement Rebecca d'Outremer, qui a une page Insta aussi qui est formidable. Et là, on voit le work in progress. Donc, elle met différentes étapes de son travail d'artiste. Moi, j'ai le sentiment que ce genre de choses, on ne peut pas le voir si on n'a pas le téléphone, enfin, on n'a pas une artiste à côté de soi au quotidien. Et c'est une richesse infinie de pouvoir documenter ça vraiment et que tout le monde y ait accès. Alors là, c'est encore Oliver Jeffers, on parlait des papiers très fins tout à l'heure, ici, en fait, il fait un test, et donc il fait un test en direct avec ce type de papier très fin qu'il a mis sur la couverture et qui donne un effet incroyable. Le livre est sorti quelque chose comme 6 mois plus tard, mais là, on a en avant-première, les gens savent que le livre va sortir, et lui, il teste devant tout le monde ce système de papier. Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que c'est chouette ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous plaît ? Il pose la question, et les gens répondent « Ah oui, ça donne bien, ça donne pas bien, on ne voit pas bien. » Est-ce que c'est... Et alors, il donne des explications. Donc, c'est encore une fois le côté derrière la caméra. Et enfin, il l'utilise aussi, là, on va dire de manière plus com, et c'est pour donner tous les agendas, c'est-à-dire les séances de dédicace, à quel endroit on va être, à quel moment. Enfin, c'est aussi un outil de promotion du livre, mais ça, on s'imaginait bien, et c'est un petit peu l'élément qui semble le plus logique, outil de promotion du livre. Alors, les illustrateurs sur Webtoon, je vais terminer là-dessus, parce que c'est un des trucs les plus impressionnants aussi. Alors, Webtoon, c'est quoi ? C'est un peu l'équivalent de Wattpad, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc communauté d'auteurs. Ici, c'est une communauté d'illustrateurs.
Webtoon maintenant fait partie du groupe Naver avec Wattpad qui a été racheté pour je ne sais pas combien de millions. Donc Webtoon, c'est le même principe, mais en illustration. C'est né en Corée du Sud et ça secoue les canons du genre. Alors effectivement, on l'a dit tout à l'heure, Yann Dattens, vous l'avez dit, la BD numérique, elle a eu beaucoup de mal à s'imposer. Et à un moment, les gens ont dû se dire qu'effectivement, il fallait reconnaître qu'il y avait une forme d'échec, ou en tout cas, on n'arrivait pas vraiment à percer. Par contre, comment la BD numérique a réussi à percer, en fait, c'est parce que les webtoons, le format était conçu pour le téléphone. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Webtoon, évidemment, c'est comme ça, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, on scrolle. Et donc, il n'y a pas de vignette, c'est un dessin en continu. C'est un peu comme si on déroulait un papyrus. C'est exactement ça, et qu'on commençait le papyrus au-dessus et continuait jusqu'à la fin de l'histoire. Donc, c'est sorti assez rapidement des frontières de la Corée qui, elle, n'avait pas du tout de culture BD. Et donc, a développé cette culture du Webtoon, uniquement sur les écrans de téléphone ou les tablettes. Et on voit qu'il y a une mise en page qui est assez soigneusement pensée, pas dans un premier temps, puisque sur l'écran, il y a tout un travail avec le cadre, en fait, du téléphone. On ne dépasse pas de ce cadre-là. Et par la suite, on se rend compte que les gros succès de Webtoon, ils sont transformés en livres papier. Et alors là, c'est l'exemple que je vous ai mis ici en dessous, en mauve et rose. Merci, c'est gentil. Donc, alors évidemment, une fois que ça passe en livre, donc l'Or Olympus, juste pour vous donner quelques chiffres, on est à 1 milliard de vues sur Webtoon. Donc un succès juste complètement fou. Je pense qu'on est à l'épisode là 190 de la saison 2. Donc c'est Perséphone et Hadès, donc mythologie, romancée, et on est à 1 milliard de vues. Ici, on est à 5,6 millions d'abonnés au compte. Ça veut dire que ça fait vraiment beaucoup de monde, avec un succès qui est juste incroyable, à un point tel que justement le Webtoon est devenu un vrai livre. Et alors quand on dit ici que le Webtoon est devenu un livre papier, comment font-ils quand ils transforment ça en livre papier? Il y a un énorme travail sur la mise en page. C'est-à-dire que tout est retravaillé. Il y a un travail énorme. Vous avez parlé tout à l'heure de 2 artistes pour lesquels on avait fait un petit passage dans Comprendre la littérature de jeunesse où on parle du fait qu'il y a des respirations dans la lecture de ces 2 artistes-là. Mais ici, ils ont dû faire des respirations parce que c'est juste impossible de reproduire l'équivalent d'un écran sur un livre papier. Et donc, vous pourrez le feuilleter tout à l'heure. Je vous mettrai à disposition. Vous verrez à quel point ça a été bien mis en page. Je n'ai pas le temps de vous montrer l'épisode 1 en format scroll, mais je vous enverrai le lien si vous voulez, vous pourrez le repartager, ce sera facile pour tout le monde de voir la différence. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Alors la photo de gauche, vous avez deviné, c'est une photo qui est sur Insta, et la photo de droite, c'est la photo de l'éditeur. Un succès de librairie. Allez jeter un petit coup d'œil dans des librairies comme Club ou Cultura, il y a 2 ou 3 piles de cette taille-là qui sont dans les rayons. C'est sorti il y a 2 ou 3 semaines et ils savent que c'est un succès de librairie qui va arriver parce qu'il y a déjà un public. Alors comment est-ce qu'on sait aussi que c'est un succès de librairie? C'est qu'on va voir sur TikTok, on va voir sur Instagram et là on se rend compte à quel point il y a déjà une communauté derrière. C'est-à-dire que des gens font ce qu'on appelle des cosplays, c'est-à-dire ils se déguisent en personnages. Ça pullule sur un réseau comme TikTok. On a des coques de téléphone qui sont déjà sorties alors que le livre vient à peine de sortir et qui se vendent. Mais derrière, il y a un engouement émotionnel aussi de la part du public. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste de la sphère de production qui est régie par faire de l'argent à tout prix, c'est que les gens s'approprient l'histoire. Et alors là, on sort complètement du récit pour en arriver à un univers fictionnel. Et c'est le dernier chapitre de Comprendre la littérature de jeunesse qui a été coécrit par Björn Olaf Döser, Fanny Barnabé et Dick Tomasovic, qui sont des spécialistes de la question. Et je vous conseille vivement d'aller le lire si le sujet vous intéresse, parce qu'on passe
du récit à l'univers fictionnel, mais on comprend aussi avec les réseaux sociaux qu'on peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'enfants, de jeunes qui arrivent à la lecture en passant de l'univers fictionnel vers le récit. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des fan-art. Alors les fan-art, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, sur Pinterest, sur TikTok, sur Instagram. Pinterest est un réseau qui est en très très grosse augmentation ces derniers mois et qui va continuer son ascendant, son accroissement dans les prochaines années. Et ça, je crédite ma fille à ce niveau-ci parce qu'elle me dit, moi parfois je suis tombée sur des fan-art comme ceux-là. Donc au milieu, pour ceux et celles qui reconnaissent peut-être, c'est à la croisée des mondes, de Philippe Pullman, qui est un chef-d'œuvre de littérature en tant que tel. À gauche, est-ce que quelqu'un a reconnu ? À gauche, c'est Hunger Games. Et à droite, ici, c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos, dont je vous ai parlé au tout début de l'exposé. Et donc ça, c'est quoi ? C'est des ados, des jeunes, des enfants qui dessinent ces choses. C'est une forme de fanfiction en mode graphique, qui publie ça sur Pinterest, sur Instagram, sur TikTok, et qui entraîne, entre guillemets, en le voulant, en ne le voulant pas, les autres vers la lecture. Et donc c'est pour ça que je dis que très souvent, on passe de l'univers fictionnel vers le récit aussi, et donc ça fait, c'est la conclusion un peu de mon exposé, c'est est-ce que les réseaux sociaux poussent les jeunes à la lecture ? Oui, 1000 fois oui. Parce que les communautés et tout l'esprit créatif qu'il y a autour redirigent les jeunes vers le livre papier, parce qu'il y a assez peu de jeunes qui lisent en numérique sur des liseuses ou sur des tablettes des romans traditionnels. Ça, il faut bien le savoir, ça n'a pas très bien fonctionné, sauf les très gros lecteurs qui lisent sur liseuse, mais excepté ça, il n'y en a pas beaucoup qui lisent sur liseuse. Ils retournent vers le livre papier. Et alors, donc ça, c'est un petit dessin animé sur Percy Jackson qui peut aussi repousser les enfants vers la lecture. Et donc oui, ça c'était une citation que j'aimais bien. Être fan, c'est parfois bien plus qu'aimer quelque chose. C'est choisir d'appartenir à une communauté créative et non. Et voilà la dernière photo sur laquelle je voulais repartir. Donc ça, pour moi, c'est le point de départ. C'est-à-dire que je rentre chez Cultura et je vois une table sur laquelle il est écrit « Vos romans TikTok maintenant en magasin ». Et j'appelle la libraire et je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle me dit « C'est à chaque fois que les gamins entrent dans le magasin, ils nous disent « Je l'ai vu sur TikTok, est-ce que vous avez ce titre ?» Je me suis postée à côté de cette table pendant un quart d'heure. Je vous jure, c'était vraiment drôle parce que les gamins arrivaient avec leurs parents. « Maman, attends, il doit être ici, regarde, c'est sur la table. Ah non, on ne le voit pas, attends, je vais aller demander. Il est sorti la semaine dernière. » Et en fait, c'est l'engouement pour ces titres-là. Et alors, dans ces titres-là, il y a Rupi Kaur, qui est ici en dessous, donc la poétesse. Il y a le roman graphique dont je viens de vous parler, mais il y a aussi des auteurs comme Véronique Arotte ou des choses qui sont plus classiques. Mais globalement, c'est sur TikTok, il y a un tel engouement pour ce type de livre, pour cette littérature, que en fait, c'est ça qui conduit à l'achat et c'est ça qui conduit au champ littéraire de ce qu'on lit quand on a entre 12 et 16-17 ans. Et c'est assez fou parce que si vous allez dans une autre librairie, on va dire plus traditionnelle, plus indépendante, très souvent, ce n'est pas ce type de titre qu'ils proposent parce que ce n'est pas toujours des titres qui sont reconnus comme étant de la grande qualité. Mais il y a des qualités, indéniablement. Il faut juste accepter d'aller se pencher et d'aller y voir un peu plus près. J'avais encore plein d'autres choses à vous dire, mais je crois que vous avez faim et moi aussi, donc on continuera ça une autre fois. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Vinciane pour ce très beau parcours et ces belles découvertes, en tout cas pour moi et je pense pour bien d'entre nous, de cet univers qui effectivement, on voit comment le numérique redistribue non seulement les cartes au niveau des acteurs, mais au niveau des auteurs et des créateurs, et qu'à cette fin-là, effectivement, c'est un univers très différent qui se dessine, avec des pratiques aussi qui ont pris leur autonomie par rapport au modèle de référence, qui est le modèle papier traditionnel, etc. Est-ce qu'il y a une question, une ou deux questions ? Oui ? Si. Et après, j'ai une petite communication à vous faire pour le repas, justement. Merci.
Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Et en fait, c'est marrant tout ce que vous mettiez, tout ce que vous présentiez, parce que moi, c'est quelque chose auquel j'ai un petit peu accès, mais je commence déjà à être un tout petit peu trop vieille pour tout ça. Mais quand j'étais plus jeune, on avait plutôt des skyblogs et tout ça. Et en fait, c'est un phénomène que je pense qui était déjà observé à l'époque, avec notamment les Sims. Quand j'avais cet âge-là, on faisait des screenshots de quand on jouait aux Sims et on inventait un récit et on mettait ça sur un Skyblog. Et donc les gens inventaient des histoires et tout ça. Et c'est quelque chose qui a disparu. Et du coup, ma question, c'était la pérennité de tous ces ouvrages et de toutes ces œuvres, quelle que soit leur qualité, entre guillemets. Parce que voilà, tous ces Skyblogs, ils ont disparu. Qu'est-ce que toutes ces œuvres vont devenir dans quelques années, quoi? Alors, les skyblogs, effectivement, en tant que tels, ils ont disparu. Aujourd'hui, ces pratiques-là, elles continuent avec Animal Crossing, où on a carrément reconstitué des musées pendant le confinement. On a reconstitué des musées, les plus grands musées américains sur Animal Crossing. Ma fille, elle utilise un truc qui s'appelle Gacha Club, où on crée des petits personnages avec lesquels on raconte des histoires et on fait des fanfictions. Alors, ça s'est déplacé vers d'autres choses. Maintenant, ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'on a conservé les pratiques que nous, on a fait, enfin que vous avez fait à cette époque-là? Et donc là, c'est une question d'archivage. Et donc, je suppose que ceux et celles qui ont eu la présence d'esprit en étant ado ou gamin de conserver ça d'une manière ou d'une autre sur un support informatique, ils doivent toujours les avoir, mais c'est une question dont on parlait en arrivant dans la voiture, c'est que conserver du numérique, c'est aussi, ça prend aussi de la place, ça prend aussi de l'énergie, ça prend aussi il faut un peu défocaliser par rapport à ces pratiques quotidiennes pour se dire, tiens, ça je vais le garder parce que quand je serai grand, peut-être que j'aurai envie de le montrer à mes enfants. Et d'un point de vue du numérique, c'est plus compliqué. Parce que, déjà, moi, si j'avais dû le faire, je l'aurais conservé sur des disquettes ou sur des CD-ROM. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus les lire. Donc, c'est aussi, d'un point de vue technique, vraiment, du device, c'est comment est-ce qu'on transfère, à travers le temps, des éléments numériques. Et je pense que c'est pour ça, malgré tout ce que les gens ont cru et qui, un petit peu... Je suis un peu fâchée par rapport à ça parce que c'est ces gens-là qui ont entraîné le fait que la création digitale en application sur le numérique et tout ça a été très compliquée et parfois a été abandonnée. C'est que le livre, il ne va pas disparaître. Et ce n'est pas deux éléments qui sont en concurrence. Et c'est pour ça que très souvent, les choses qui sont de qualité ou que les gens ont adoré repassent sur le format livre papier. Mais effectivement, il y a plein de choses qui vont rester en numérique, donc il faut trouver des moyens, quand on aime bien quelque chose, de conserver et surtout de pérenniser la conservation. C'est-à-dire que, est-ce que nos disques durs, dans 20 ans, on pourra toujours les lire? Mais c'est valable aussi pour les pratiques littéraires plus traditionnelles qui passent l'archivage des écrits d'un certain nombre d'auteurs ou les disques durs numériques, enfin les disques durs pour un certain nombre d'illustrateurs, etc. C'est vrai que c'est une question... Mais c'est pareil pour le cinéma. Ouais. Ouais, les bandes cinéma qui sont anciennes, il faut pouvoir les numériser. Donc c'est pareil dans tous les domaines, en fait. Mais c'est une question qu'il faut se poser dès maintenant. Alors, de ce point de vue-là, nos collègues au Canada ont développé pour un certain nombre de créateurs de web, de créateurs numériques, des captations vidéo qu'ils recensent, et notamment pour ce qui est littérature hypertextuelle dont Yann Battens a parlé rapidement tout à l'heure, à savoir par exemple le travail de la revue Bleu-Orange et du groupe NT2 pour Nouvelle Textualité et Nouvelles Technologies, essaye de faire un travail d'archivage en faisant des captations vidéo en fait, de ces sites qui sont, parce que le format des logiciels ou des sites internet a évolué, ne sont plus utilisables comme nous aujourd'hui. Aller lire une disquette ou une cassette VHS ou même une cassette audio même dans une voiture, ça devient compliqué, quoi. Mais donc voilà, effectivement, la question de la pérennité, la question de... Est-ce que, aussi une question qui a été mise en exergue tout à l'heure par Yann Battens, qui est aussi est-ce que le support est partie prenante de la création ou pas? Est-ce que finalement, est-ce que c'est interrogé? Est-ce que le fait que, même s'il y a remédiatisation, ce sont des questions, le contexte de production et de diffusion importe aussi, à son importance? Toutes ces questions-là, effectivement, sont infinies. On n'y répondra pas aujourd'hui, mais je te remercie en tout cas, Vinciane, d'avoir montré comment il fallait aussi rebattre les cartes et de voir justement des choses peut-être
par déformation professionnelle Oui. ou par pseudo-élitisme parfois, on s'aveugle Par et on ne voit éducation. pas, on ne voit pas, on passe à côté. Voilà. Et donc merci encore aussi pour Avec ça. plaisir.